Étienne? Oui. Alors justement, Étienne, pour reculer un tout petit peu, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont non-binaires qui se réalisent pas forcément les discriminations qu'elles subissent, et je pense notamment à la carte d'identité, parce que déjà si on est non-binaire, on a une carte d'identité qui est fausse en réalité, puisque la mention de sexe est comprise comme l'expression du genre, et que c'est pas toujours c'est pas le cas si on est non-binaire, et le fait que la non-binarité ne soit pas reconnue fait qu'on se promène avec des cartes d'identité qui sont fausses en réalité. Donc voilà, et ça c'est 100%, ça concerne 100% des gens non-binaires du coup. Étienne, je voudrais juste qu'on parle un petit peu de la jurisprudence exceptionnelle que tu as réussi à arracher il y a un an environ, avec l'association Mousse. Donc tu étais l'avocat de l'association Mousse avec 64 personnes. Vous avez été jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne pour demander que la SNCF, pour délivrer des billets de train, n'exige plus de savoir, de demander si les gens sont strictement hommes ou strictement femmes, ce qui faisait que les personnes non-binaires ne pouvaient pas prendre le train. En gros, en faire sans mentir. Donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ça? Alors oui, absolument. En fait, je pensais faire une sorte de portrait historique franco-européen de la question de la non-binarité. Ça ne va pas prendre une heure et demie, ne vous inquiétez pas, mais 20 petites minutes pour vous montrer où nous en sommes, et surtout pour recruter, parce que je pense que nous sommes à un moment absolument crucial de cette question de la non-binarité, et que nous allons gagner. On va gagner dans les mois qui viennent. On va lancer avec l'association Mousse une grosse bataille dans les semaines qui viennent. Et donc, je vais vous parler de cette bataille que nous allons lancer juste après, qui sera la deuxième bataille, et qui va peut-être donner lieu à la Mousse 2 de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, peut-être. C'est bien que l'original. Petit souvenir, nous avons le spectre qu'il y a dans le placard de cette question de la non-binarité en droit en France, c'est l'arrêt intersexe de la Cour de cassation de 2017, qui nous dit que l'ordre social français est fondé sur la binarité des sexes, et qu'il est donc impossible en droit d'avoir un sexe neutre à l'état civil. Donc, le requérant, c'était une personne intersexe, c'est-à-dire une personne qui biologiquement n'était ni de sexe masculin ni de sexe féminin à la naissance, mais qui pourtant devait être classée dans une case juridique. Donc c'est vraiment la Cour de cassation qui a cette impossibilité de penser autrement que dans la binarité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le monde s'écroule, c'est ce que nous dit la Cour de cassation, si on ne raisonne pas en termes de binarité. Cette personne est allée dans la Cour européenne des droits de l'homme, qui a mis 6 ans pour rendre un arrêt, et qui dit en substance: les États ont différentes visions de la question, ils ont une marge d'appréciation, on ne va pas imposer aux États de reconnaître le sexe neutre à l'état civil ou l'affirmation de leur code de genre à l'état civil. Donc défaite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ceci étant, très peu de temps après, nous saisissons le Conseil d'État, avec une dizaine d'associations, de la question de des circulaires concernant changement de prénom et changement de mention de sexe à l'état civil. Dans sa décision, le Conseil d'État, en quelque sorte, reprend notre argumentaire pour nous faire perdre. Donc, on disait 2 choses essentielles. La première chose qu'on disait, c'est que lorsque une personne se présente devant le tribunal judiciaire sans se conformer aux stéréotypes de genre, eh bien, cette personne n'arrive pas à obtenir un changement de sa mention de sexe à l'état civil. Pour le dire de manière assez simple, si vous avez de la moustache, les tribunaux judiciaires ne veulent pas marquer sexe féminin dans votre état civil. Voilà, c'est pas une blague. On avait plusieurs personnes qui étaient avec nous, qui avaient été discriminées de ce fait. Donc, c'est une sorte de police du genre que s'arrogent les tribunaux. Cette question, c'était avant la démédicalisation, c'est après. Ah oui, c'est après. C'est en application des circulaires.
Et donc, nous, on dit ça, on dit, bah écoutez, le droit actuel est interprété comme ça, faites quelque chose, annulez ces circulaires, et le Conseil d'État nous dit, non, il n'y a pas lieu à annuler, parce que de toute façon, il ne peut pas y avoir de discrimination sur une apparence, et que le droit en vigueur ne peut pas être compris comme ne permettant pas à une personne ayant de la moustache d'obtenir la mention de sexe féminin sur son acte d'état civil. Donc on perd, mais on gagne d'une certaine manière, parce que le Conseil d'État nous dit, pas de police, nous dit, cet nouvel édifice du changement de la mention de sexe à l'état civil, qui résulte de la loi de 2016, des applications des décrets 2017 circulaires postérieurs, et surtout de l'arrêt de la Cour européenne de l'Orient qui condamne la France en 2017, eh bien cet édifice juridique relativement nouveau n'autorise pas les tribunaux ni les gens qui tiennent l'état civil à faire une police du genre. Voilà. Bon, première victoire. Deuxième victoire, on disait, on a un certain nombre de personnes non binaires qui veulent changer leur prénom, et les officiers d'état civil leur disent, ah non, ça n'est pas un intérêt légitime d'être une personne non binaire, donc vous ne pouvez pas changer de prénom. Eh bien, là aussi, on gagne sur ce terrain, en perdant, parce que le Conseil d'État nous dit que la non-binarité constitue un intérêt légitime pour changer de prénom. Et c'est la première fois qu'en droit, on a cette question de la non-binarité qui est d'une certaine manière reconnue parce qu'elle produit ici des effets juridiques, elle donne droit aux personnes non-binaires de changer de prénom. Deuxième décision du Conseil d'État dans l'arrêt Mousse. Alors, cet arrêt Mousse, c'est un arrêt qui concerne le règlement général sur la protection des données, son application en France, c'est le droit donc des données personnelles. En droit des données personnelles, il y a, pour simplifier, deux principes cardinaux. Dans l'arrêt Mousse, l'application, c'est celui du principe de minimisation. C'est assez simple. Ce principe de minimisation, il vous dit, si vous n'avez pas besoin d'une information sur une personne, vous ne pouvez pas obliger cette personne à vous donner cette information pour fournir le service. Nous, on disait pour la SNCF, pour transporter une personne, il suffit que la personne s'assoie sur une enquête, vous n'avez pas besoin de connaître son genre, hein, vous n'avez pas besoin de connaître son orientation sexuelle, son état de santé, voilà. Mais son genre, vous n'avez pas besoin. La SNCF bute sur cette question, on essaie de passer par l'association Gare Intérieure, on les mise en œuvre, rien à faire. On va devant la CNIL, on perd devant la CNIL, qui nous dit quelque chose d'assez étonnant, parce que d'une certaine manière, la CNIL n'a pas statué en droit. Elle nous a dit, oui, mais attendez, si vous gagnez, ça veut dire qu'il va falloir changer tous les systèmes d'information et enlever les monsieur, madame de tous les formulaires, c'est trop compliqué, on peut pas faire ça. Voilà. Et ça coûte très cher. Et donc, nous, on se dit, mais alors, la CNIL est-elle chargée d'appliquer le droit des données personnelles en France, ou est-elle chargée voilà, bon. On va dans le Conseil d'État, et là, dans le Conseil d'État, on dit, c'est une question qui intéresse le droit européen, il risque d'y avoir des décisions contraires dans les différents pays, donc renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne. Et dans sa décision, parce que là, le Conseil d'État prend une première décision, il reconnaît que les personnes non binaires se trouvent dans une situation particulière. Donc, c'est pas un tremblement de terre, hein. Mais c'est déjà un petit quelque chose qui nous dit que voilà, les personnes non binaires existent déjà et qu'elles sont dans une situation particulière. On va devant la Cour de justice de l'Union européenne, on va plier les dossiers et là, coup de tonnerre, la Cour de justice de l'Union européenne nous dit, alors, ils sont surprises aujourd'hui, hein, mais à l'époque, on avait quand même la SNCF, la CNIL et le ministère des Affaires étrangères en face de nous. Nous, on était Mousse, hein, une petite association, et en face de nous, on avait ces trois géants-là. Eh bien, on a quand même gagné. Et la Cour de justice de l'Union européenne nous dit, bah oui, pour transporter une personne dans un train, vous n'avez pas besoin de connaître son genre. Et donc, vous ne pouvez pas obliger la personne, via un formulaire où il y a écrit monsieur, madame, à vous délivrer à cette donnée. Et donc, vous devez changer le formulaire. L'affaire revient dans le Conseil d'État, qui applique la décision de la Cour de justice, et là, on vient d'avoir la décision de la CNIL qui applique et qui laisse quand même un an à la SNCF pour changer. Je crois qu'ils ont déjà changé. Alors, cet arrêt Mousse, donc, il fait une application
du principe de minimisation, c'est intéressant parce que ça ne s'applique pas simplement au transport de personnes en train. Évidemment, ça s'applique de manière beaucoup plus large. Notamment, nous, ce qu'on pensait, c'est attaquer la CNIL, parce que la CNIL avait un formulaire en ligne sur lequel il fallait dire si on était un monsieur ou une madame, pour avoir le droit de porter plainte. Et donc on s'est dit, mais quelle délectation, on va pouvoir attaquer la CNIL pour violation de données personnelles. Eh bien non, ils nous ont coupé l'arbre sous le pied, ils vont changer leur formulaire avant qu'on puisse les attaquer. Mais ce faisant, la CNIL a quand même reconnu que la REMUS ne s'applique pas seulement aux transporteurs de train, ni même au secteur privé, mais s'applique de manière générale à tous les services, privés comme publics, et que sur tous les formulaires en ligne, et surtout même les formulaires papier, il n'y a pas de nécessité de collecter la donnée de genre, donc d'avoir la mention madame et monsieur, lorsque ce n'est pas absolument nécessaire. Alors, c'est pas, a priori, on a du mal à envisager une situation dans laquelle c'est absolument nécessaire. Peut-être, oui. Alors, Aéris, l'association Pure, je peux quand même faire l'anecdote parce que nous, on a eu la version de l'autre côté. En fait, c'était nous qui avons attaqué la CNIL sur son formulaire. Et on l'attaquait déjà avant. Et quand on a eu la réponse, on a remis une couche. Et le DPO de la CNIL a du coup sanctionné la CNIL pour faire retirer le formulaire. Ah, mais c'est super, je connaissais pas. D'accord. On attaquait le formulaire de la CNIL qui voulait trop de données justement sur le principe de minimisation des données. Et avec la REMUS, on demandait juste le genre et ils ont supprimé tous les autres genres. Donc même l'adresse, s'il n'y a plus d'adresse, s'il n'y a plus rien, c'est pas son avis. Bravo. Alors, voilà pour la REMUS. Je ne savais pas non plus, mais vraiment, et c'est super intéressant parce que on va parler du rapport que tous a publié il y a quelques jours, mais moi j'ai une DPO qui m'a répondu, bah non, on va pas changer, la CNIL aussi, elle demande-le. Donc voilà, c'est terminé. C'est un peu cacophone.